Vous êtes sur RMC et BFM TV. Je reçois François Baroin, le ministre de l'économie et des finances. Bonjour François Baroin. Bonjour. Deux chiffres. D'abord notre dette, elle s'affiche à l'écran. 1702 milliards d'euros. C'est la dette accumulée par des générations. Elle a beaucoup progressé au cours des derniers mois et des dernières années. Un autre chiffre, vous êtes ce matin l'homme qui veut nous prendre 8 milliards d'euros supplémentaires. Le président de la République l'a dit hier soir. Il faudra boucler un budget qui est aujourd'hui bancal, car la situation économique nous a rattrapés. Vous cherchez donc 8 milliards. On cherche à être crédible, ce qui est important par rapport à l'ambiance générale. On cherche à être sincère dans l'ensemble de la démarche pour atteindre les objectifs en matière de déficit. On cherche à protéger les contemporains et on cherche à protéger les générations futures. Comme l'a fort opportunément rappelé hier soir le président de la République, on fait juste notre devoir. Les 8 milliards, est-ce qu'ils vont être obtenus en On augmentant préférait objectivement avoir 8 milliards de dépenses à Allez, annoncer que de recettes à trouver. La piste principale aujourd'hui, le président a dit que vous n'allez pas vous éparpiller sur les mesures, qu'il fallait être clair, et donc il y aura probablement une mesure, celle de l'augmentation de la TVA, pas une augmentation générale, mais l'augmentation de certains produits. Alors est-ce que ce sera la création d'un taux intermédiaire, ou bien plutôt la hausse du taux minimal de 5,5%? Bon, on va pas jouer. Je lance une idée, on voit ce qui retombe, et puis ensuite on ramasse l'affaire. Le président de la République nous a donné une feuille de route, le Premier ministre, Valérie Pécresse, moi-même, pour dans les 10 jours, en effet, proposer des mesures qui correspondent au fond, c'est ça qu'il faut comprendre, à l'adaptation de notre perspective d'activité économique l'année prochaine en fonction du ralentissement mondial. Un ralentissement dont il faut quand même rappeler un peu les causes. Un ralentissement américain, dont l'impact est important. Je rappelle, tout le monde l'a oublié, on n'en parle plus, qu'il y a eu un séisme au Japon qui a bloqué plus de 20%, 25% De l'économie japonaise. de l'économie mondiale pendant plusieurs mois. L'instabilité de la zone euro a créé aussi ce ralentissement. Donc nous sommes dans des économies intégrées et nous sommes donc liés par un ralentissement auquel nous devons nous adapter. L'idée, c'est effectivement d'avoir des mesures qui répondent à ce qui est souhaitable, c'est-à-dire soutien à la compétitivité économique, c'est important. On a un modèle économique qui est appuyé sur la consommation, sur le pouvoir d'achat. Donc on doit protéger ce pouvoir d'achat pour protéger cette croissance qui ralentit, qui est convalescente, mais qui est encore là. On doit la protéger, on Donc doit pas la de hausse préserver. générale de la TVA, c'est ce qu'a dit le président. Néanmoins... Pourquoi le sujet de la TVA vient dans le débat public ? Parce que c'est la recette la plus importante. Elle fait 140 milliards sur un potentiel de près de 300 milliards de recettes. À titre d'élément de comparaison, l'impôt sur le revenu, ça ne rapporte que 50 milliards. C'est quand même une petite ressource par rapport à la TVA. Ensuite, dans les TVA, il y a tout. Et effectivement, il y a la faculté, pour la France, comme pour d'autres pays, d'avoir un troisième taux ou un deuxième taux intermédiaire. C'est une piste, elle n'est absolument pas tranchée. Nous regarderons avec précision, nous ferons les calculs. Nous voulons quelque chose qui soit lisible par tous. D'abord, par l'opinion publique, par les Français, sur ce qui est juste en termes d'équité. Et nous voulons quelque chose qui soit lisible vis-à-vis de tous nos partenaires, auprès desquels nous avons pris des engagements, qui est une trajectoire crédible de réduction de déficit. La colonne vertébrale de l'objectif, de la mission que nous a confiée à Valérie Pécresse, à moi-même le Premier ministre et le Président, c'est d'atteindre des objectifs de déficit, de ne pas en dévier. Le Président vous a aussi demandé de vous rapprocher de la structure de la fiscalité allemande. En Allemagne, il n'y a pas de taux intermédiaire. Il y a un taux à 19 comme nous et un taux à 7% contre 5,5 pour nous. Pourquoi ne pas passer le taux à 7% ? Il y a quelques mois, je crois, peut-être un an, la Cour des comptes avait dit que passer de 5,5 à 7% nous rapporterait 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, on est sauvé avec 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, c'est bien. Oui, si ça rapportait 15 milliards, oui, ce serait très bien. C'est quand même lié à l'activité. C'est ce que disait la Cour des comptes. Oui, mais la Cour des comptes a fait des observations intéressantes. On n'a pas tout repris parce qu'on n'est pas non plus d'accord avec les choix uniquement ou de lecture comptable. On fait des choix politiques. On a un gouvernement qui s'engage sur une politique. Donc on ne peut pas tout reprendre, une extenso. Il y a plusieurs choses avec l'Allemagne. On va vers une convergence fiscale avec l'Allemagne sur beaucoup de secteurs. L'Allemagne sur la question de la TVA... Le taux réduit, ce n'est pas la piste principale. C'est plutôt le taux intermédiaire. L'Allemagne sur la TVA, par exemple, s'est rapprochée de nous, puisque elle était plus basse et elle est remontée. Je rappelle néanmoins que le taux de TVA français est dans la moyenne de la zone euro plutôt bien considéré. Alors, vous avez cette piste de remontée de 5,5 à un taux intermédiaire qui pourrait se rapprocher de celui des Allemands. C'est une piste, rien n'est tranché. On aura 10-12 jours pour travailler. Vous avez une autre piste qui est juridiquement stable au regard des réglementations européennes, qui est de créer un deuxième taux intermédiaire, ce qui peut donner aussi la pertinence sur les choix. Les produits de première nécessité doivent être protégés et préservés. Les produits qui impactent sur les publics les plus fragiles doivent être préservés en termes de taxes sur la valeur ajoutée. Et puis des produits qui nécessitent
par l'activité générale et par les besoins de l'effort de solidarité collective d'être remontés, peuvent éventuellement l'être. À ce stade, je le redis ce matin, au lendemain de l'intervention du président, rien n'est décidé. Alors le président de la République, hier soir, dans son intervention à la télévision, a parlé aussi de mesures de protection contre certains produits importés, tout en rejetant les barrières douanières. Est-ce que ça veut dire qu'on s'achemine là aussi vers une TVA sociale, dont je rappelle le principe, on augmente la TVA pour tous les produits, donc les produits importés, mais en échange, c'est ce qu'ont fait les Allemands d'ailleurs il y a 2-3 ans, on baisse d'autant les cotisations sociales qui pèsent sur les salaires. Ils l'ont fait, d'abord, il y a un petit peu plus longtemps, ils l'ont fait de manière globale, avec un pacte avec les syndicats, notamment la réforme Schröder, qui a voulu redonner de la compétitivité à l'économie allemande. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé sur les entreprises de taille intermédiaire. Ils ont fait accepter par les syndicats, qui sont en réalité des coacteurs, des co-gestionnaires de la politique salariale, une modération salariale très puissante. Il faut voir l'écart de chiffres entre la hausse des salaires en Allemagne et la hausse des salaires Elle est faible en en France. France, la hausse des salaires quand même. Elle est C'est très supérieure c'est le ressenti des Français, sur quoi. les 10 dernières années. Au lendemain de la réforme Schröder, vous verrez la courbe, c'est spectaculaire. C'est un rapport de 1 à 5 entre l'évolution des salaires en faveur des salariés français et l'évolution des salaires en faveur des salariés allemands. Donc c'est un choix politique et syndical puissant. C'est pas forcément la perception des Français, notamment parce que les cotisations sociales, elles, continuent d'augmenter sur les salaires. Mais parce qu'on a un modèle social aussi qui est très redistributif, qui est très protecteur, et nous avons fait le choix, le président de la République, le gouvernement a fait le choix de protéger, surtout dans cette crise très violente, le modèle social, à telle enseigne que la récession qu'il y a eu au moment de la grande crise mondiale a été de moins 4% en Allemagne, elle n'a été que de moins 2,5% en France. Donc Alors, on a eu une récession économique 2 fois moins importante en France, parce qu'on avait des amortisseurs sociaux beaucoup plus importants qu'en Allemagne. C'est donc un choix de société, c'est donc un choix important, c'est un choix politique. vous n'avez pas répondu à ma question sur comment on se protège des produits importés. Par quels outils? La question, on n'ouvre pas le débat Bah, il sur a la ouvert, le président, Non, mais hier. on n'ouvre pas le débat sur la TVA sociale aujourd'hui. D'accord. Pourquoi? Parce que nous cherchons d'abord des économies en matière de dépenses et des recettes supplémentaires pour atteindre nos objectifs en matière de déficit. C'est donc un choix budgétaire, c'est un choix de crédibilité, c'est un choix de Donc sincérité. on l'a dit, augmentation du taux réduit ou taux intermédiaire. La TVA sociale, c'est quoi? C'est on augmente une taxe sur la consommation avec une assiette très large, et on baisse à due concurrence les charges pour redonner de la compétitivité à nos entreprises. Sachant qu'une partie des recettes de la TVA ne servira pas uniquement, dans ce cas-là, à abonder les caisses de l'État, mais aussi à abonder la sécurité sociale pour préserver les mesures de solidarité sur les retraites, sur la santé, sur la famille, sur tous ces sujets. Donc, ça n'est pas la question du collectif budgétaire que nous proposerons Mais peut-être de en fin 2012. d'année. Vous n'avez toujours pas répondu à ma Ce sera dans le débat question. public. Quelles sont les pistes pour se protéger des produits importés? C'est une coordination européenne. Ce sont des mesures, là aussi, de convergence qui doivent être prises. Bien sûr, mais Donc le président ne parlait ni de taxes douanières, évidemment françaises, ni de TVA sociale. Donc il parlait de quoi hier soir en disant qu'il fallait se protéger de certains produits importés? On a évidemment pensé à la Chine. mais la Chine, je vois ce sujet qui surgit sur C'est la Chine, normal. et je vois quelques socialistes qui montent au créneau. Là encore, il faut ouvrir les yeux. Il faut regarder ce qui s'est passé. La Chine est plus qu'une puissance émergente aujourd'hui. C'est une économie mondiale qui est probablement la plus puissante et la plus active. Elle a son bassin de population, mais elle a son dynamisme personnel. Savez-vous que la Chine, l'année prochaine, sera le 3e contributeur du Fonds monétaire international dans un accord international? Savez-vous que la Chine dispose de 35% de ses positions en achat d'obligations des bons d'État américains? Et on se pose la question de savoir si la Chine, faisant confiance à la zone euro, parce que c'est une économie puissante, parce qu'il y a un bassin de population de 500 millions d'habitants, parce qu'ils ont confiance dans nos économies structurées, ils voudraient investir, et on va leur dire non. Mais enfin, dans quel Henri Emmanuel monde parle vivons-nous? d'accord de Munich au sujet de l'accord européen qui prévoit l'entrée des Chinois, ou en tout cas le soutien des Chinois au fonds de stabilité. C'est une idiotie. À mon avis, c'est une insulte au regard de ceux qui étaient les contemporains de cette période. Et la réalité fait que la Chine est le 3e actionnaire du Fonds monétaire international. Et si la Chine, par le Fonds monétaire international, veut participer, non pas à sauver la Grèce ou sauver la zone euro, mais participer à l'investissement qui est un geste de confiance. Justement, ce qui se passe actuellement en Europe et qui crée l'instabilité, c'est que les investisseurs privés ou publics se retirent. Et nous avons un certain nombre de pays qui veulent investir. C'est une réalité, c'est un fait, et depuis des années. Et depuis des années. Dans un instant, on parlera de vos marges de manœuvre au sein de l'Europe, puisqu'on sait maintenant que nos budgets, comme ceux des Allemands, comme ceux des Italiens, doivent être coordonnés et recevoir un petit peu l'assentiment général. On va parler peut-être de cette souveraineté qui est un petit peu remise en cause.
Du lundi au vendredi à 8h30 sur BFM TV. Bourdin 2012. Nous sommes avec François Baroin, ministre de l'économie et des finances. Je voudrais qu'on regarde à nouveau ce chiffre de notre dette, 1702 milliards d'euros. Je voulais savoir si la France avait déjà perdu sa note AAA. Pourquoi je vous pose la question? Parce que j'ai regardé ce matin avant de venir, le taux auquel on emprunte notre argent auprès des investisseurs internationaux, il est de 3,23% contre 2,09% pour l'Allemagne, 2,20% pour les États-Unis. Donc ça veut dire que cette dette nous coûte de plus en plus cher, un point de plus que les Allemands. Pourquoi? D'abord parce que ce qu'on appelle les spreads, l'écart de taux entre les taux allemands et les taux français, c'est l'élément de référence. L'Allemagne est le meilleur élève de l'Europe, donc c'est lui la référence. Mais on paye notre dette maintenant 50% de plus que les Allemands. On n'a jamais payé notre dette aussi peu cher. Oui, et on est un élément de référence. On est en récession, il n'y a pas d'inflation, mais c'est quand même très élevé. On n'a jamais payé notre dette aussi peu cher. Mais on paye un point de plus que l'Allemagne. C'est vrai, on est très attentif à cet écart de taux. C'est lié à la situation de notre dette et de notre niveau de déficit. Nous avons un plan, nous avons un calendrier, nous avons une méthode. Je peux vous le dire, dès que nous réduisons méthodiquement l'ensemble de nos dispositifs qui nourrissent nos déficits, nos spreads, comme on dit, notre écart de taux se détend. Et s'agissant de la position américaine, c'est effectivement un curieux paradoxe, mais là c'est lié à la puissance de la monnaie. Et puis de l'économie américaine, voilà une économie qui a été dégradée, qui est la première puissance économique mondiale, mais qui a vu ses taux baisser parce qu'il y a le dollar. Et parce que la Banque fédérale américaine a une politique justement d'abondement de liquidité qui permet de juguler. Comme vous le savez, la France souhaitait cela. Justement, ce que j'allais vous dire, c'est la divergence majeure avec les Allemands. C'est le point de discussion peut-être le plus sensible. Pour le reste, ce n'était pas l'Allemagne et la France face à face, ça a été l'Allemagne et la France côte à côte pour entraîner les Européens sur un accord qui est un accord très important et qui quand même donne un signal de stabilité. Mais c'est vrai que nous devons prendre en compte le poids de l'histoire allemande. L'Allemagne, à la fin des années 20, a subi un surendettement excessif avec une inflation explosive. Et c'est cette mémoire qui a entraîné les conséquences que l'on sait dans l'histoire allemande, qui reste très très présente, qui fait que l'Allemagne est une démocratie parlementaire très puissante, avec un processus de décision qui n'est pas le nôtre, et qui a, à l'égard de l'inflation, à l'égard de la hausse des prix, à l'égard du surendettement, une crispation bien légitime. Car au fond, François Baroin, vous auriez voulu que la Banque centrale européenne puisse, comme la Banque centrale américaine, aider les États, d'abord créer plus de monnaie, et puis que le fonds puisse lui-même émettre des titres, emprunter sur les marchés pour le compte des autres Européens. On maintient notre analyse et notre conclusion. Nous pensons que c'est évidemment et de très loin la meilleure réponse. Il faudra y revenir dans 6 mois ? Non, puisque la position allemande, elle ne changera pas dans 6 mois, puisqu'elle est stable depuis 80 ans. Et la Banque centrale européenne est indépendante. On entend simplement ce que dit le nouveau président de la Banque centrale européenne, qui est une institution éminente, qui est protégée par les traités et qui a aussi le sens de ses responsabilités. On parlait de la Fed américaine, la Banque d'Angleterre a fait la même chose. La Banque suisse a fait la même chose. Et on ne pourrait pas le faire si on n'était pas dans l'euro ? On pourrait le faire, peut-être, si on n'était pas dans l'euro ? C'est un autre choix, mais on serait beaucoup moins puissant. Et dans une crise telle qu'on l'a vécue, il faut imaginer, s'il n'y avait pas eu l'euro, monnaie forte et puissante, parce que les fondamentaux sont solides, ce qu'aurait donné la bataille et la guerre des monnaies de taux de change. Là, c'était l'appauvrissement de l'ensemble des populations. Les Français ont un peu l'impression en ce moment qu'on bascule dans un nouveau monde avec des puissances émergentes, qui sont plus émergentes, qui sont, vous le disiez tout à l'heure, vous le rappeliez, vous donnez l'information que la Chine allait devenir le 3e actionnaire du FMI. Est-ce que ça veut dire qu'il faut expliquer aux Français qu'on n'aura plus jamais la même puissance qu'avant et que donc on doit changer notre modèle social? Non, mais on est des économies avancées fantastiques. On a un système de protection. Les plus défavorisés sont protégés en France plus que d'ailleurs dans la moyenne des autres pays. On parle encore aujourd'hui d'une qualification juridique de puissance émergente. Elles ne sont plus émergentes, elles sont là, ce sont des puissances économiques. La proposition chinoise de soutenir via le FMI ou via le Fonds européen ou via le nouveau véhicule, c'est-à-dire d'investir en Europe, c'est une proposition coordonnée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, ce qu'on appelle les BRICS. Nous n'aurons demain plus d'industrie s'ils achètent les uns après les autres. Non, parce qu'en parallèle, dans les négociations internationales, nous discutons par exemple avec les Chinois, dans la perspective notamment du G20, de ce qu'on appelle un sentier d'intégration pour la convertibilité de leur monnaie. Ça fait un peu longue marche aussi. Ce ne sera pas si long. Les Chinois, dans leur 12e plan, ont fixé à 2015 cet horizon. 2015, c'est demain. De même que juste après, l'horizon du statut d'économie de marché pour la Chine est d'ores et déjà intégré dans la base des discussions. Donc nous allons vers un chemin où tout le monde aura les mêmes devoirs
et les mêmes droits. Alors évidemment, pour les pays émergents qui n'ont pas le même niveau de protection sociale, la marche est un peu plus haute. Et c'est pour ça que le calendrier est un peu plus loin. Est-ce que vous pensez quand même qu'en Europe, on était très naïf sur le commerce international? Est-ce qu'on aurait dû se protéger davantage? Et est-ce que demain, c'est un peu ce qu'a dit Nicolas Sarkozy hier soir, hein, est-ce qu'on devra se protéger davantage qu'on ne l'a fait au cours des 20 dernières années? Se protéger, en tout cas avoir des mesures qui permettent de ne pas se faire tailler des croupières sur l'ensemble de nos secteurs d'activité économique, en effet par des économies qui s'appuient sur des choses que le droit international du travail notamment n'accepte pas. Et on ne sera jamais compétitif, même en baissant les charges le plus bas possible, on ne sera jamais compétitif par rapport à des économies qui n'ont pas de protection sociale. Mais comme ces pays vont aller eux-mêmes vers le statut Mais d'économie ça, on de dit ça marché, depuis des années. oui. On espère qu'ils vont nous rattraper. Sauf que ça prend du temps. est-ce qu'il ne fallait pas mettre des C'est barrières sûr. douanières quand même au niveau des frontières de l'Europe? Mais dans ce cas-là, où est-ce qu'on vend aussi? Parce que si nous, on met des barrières Mais ils le douanières... font, vous savez bien, les Américains, les Chinois, les Brésiliens se protègent d'une manière ou d'une autre. Regardez, un seul exemple, c'est Vous avez raison, vous avez raison. au Brésil, pour vendre, je crois, l'iPad, Apple a dû faire une usine au Brésil. Bien sûr, mais elles sont... Pourquoi on fait pas la même mais chose? on s'est protégé, mais pas assez. Peut-être un point d'histoire. À la fin des années 70 ou des années 80, il y avait un tel déséquilibre entre les pays avancés, les nôtres, les pays occidentaux essentiellement, et les pays qu'on appelait moyennement avancés, ou les pays On a voulu les aider. en voie de développement. On a fait des choix, bien sûr. Je prends juste un exemple d'une filière que je connais bien, pour l'avoir malheureusement suivi comme responsable local, la filière textile. On a fait le choix, dans des accords multifibres, à la fin des années 70 et au début des années 80, de dire on va offrir un marché aux pays asiatiques. Ils sont intelligents, ils sont travailleurs, ils n'avaient pas les mêmes charges. Ils n'ont pas respecté évidemment les pratiques de droit du travail que nous avons comme exigence fondamentale en France. Eh bien, on s'est fait rattraper. Ça a coûté effectivement des dizaines de milliers d'emplois, mais nous pouvons et nous aurons un avenir industriel. Ce qu'a fait comme choix décisif le président de la République au moment de la crise, qui a été de dire on accepte de laisser filer les déficits, on fait jouer les amortisseurs sociaux. Notre protection sociale montrera qu'elle est efficace. Et d'un autre côté, on investit sur l'avenir, ça paiera. Ça peut peut-être pas à 3 mois, ça peut peut-être pas à 6 mois, mais ça paiera dans quelques années. François Baron, est-ce que vous dites toute la vérité aux Français aujourd'hui ou est-ce que vous attendez la prochaine élection présidentielle pour leur dire qu'il faudra changer de système, changer de protection sociale? On dit bien au fur et à mesure tout aux Français? Il me semble que le président de la République a été hier d'une clarté et d'une pédagogie assez exceptionnelle compte tenu de la technicité des matières à traiter, des enjeux. Je trouve que ne pouvait pas être plus clair. Tout est sur la table. Tout est sur la table. Sa responsabilité, la nôtre, le devoir qui est le nôtre, le fait qu'il soit exclusivement concentré sur cette mission, et ensuite les enjeux de société, on les connaît. On est le pays qui a le plus haut niveau de dépenses publiques par rapport à son PIB en Europe. On est sur le podium dans le niveau de prélèvement obligatoire. On a le modèle social. Ça pourra durer? On a le modèle. Pas au niveau des dépenses. Et au niveau des prélèvements obligatoires, il faudra évidemment à terme réduire. Mais ce n'est pas le moment, malheureusement. Je vous demande si ça va durer, parce que depuis que nous parlons tous les deux, On a pris combien? 4 millions d'euros de dettes en plus, et c'est comme ça toutes les 20 minutes. Merci beaucoup, François Merci Baron. à vous.